Alors vous êtes sénatrice depuis 1 an. Quel bilan faites-vous de cette première année de mandature au Sénat? Eh bien, c'est un bilan très positif. Mon action au Sénat, c'est vraiment régulier. C'est régulièrement que j'ai voulu travailler dans l'intérêt de la population et de la République tout simplement, dans la mesure où, en qualité de membre de la délégation des Outre-mer, en qualité de membre de la commission des affaires sociales et aussi de la délégation aux droits des femmes, eh bien, je me suis impliquée dans pratiquement toutes les problématiques qui ont été prévues au calendrier. Donc, en fonction de l'agenda, j'ai pu porter ma contribution réelle en participant à pratiquement toutes les réunions, à toutes les commissions, au sein de la délégation, mais aussi de la commission. En fonction des sujets, j'ai pu également travailler et prendre en charge un certain nombre de dossiers, notamment concernant la retraite des agriculteurs, parce que c'est un sujet qui me préoccupait énormément. J'ai pu travailler sur les problématiques de santé et de santé publique, mais aussi au sein de la délégation des Outre-mer, il m'a été confié le rapport sur les risques naturels majeurs. Donc, et puis, pratiquement tous les dossiers qui étaient à l'ordre du jour, j'ai pu également, au sein de cette première année, proposer un certain nombre d'amendements et certains de ces amendements ont été adoptés par le Sénat. Donc là, je contribue vraiment au travail parlementaire. Donc je souhaite poursuivre ce travail en m'impliquant toujours autant, mais sans négliger le travail de terrain. Parce que sur le terrain, j'ai pu organiser des réunions de travail dans mon département. J'ai pu aussi, avec la délégation des Outre-mer, aller sur certains territoires pour me rendre compte de la réalité de la vraie vie par rapport aux problématiques qui étaient les nôtres. Et j'ai pu organiser, dans le cadre de la loi concernant les violences sexuelles et sexistes, organiser également 2 débats sur le terrain avec la population pour échanger, pour mieux comprendre la loi, dite loi Chiappa. Et ce fut un succès, un réel succès. Et justement, je me suis rendu compte que la population attend des parlementaires qui soient à la fois au Sénat pour ce qui nous concerne, mais aussi sur le terrain. Ils ont besoin qu'on puisse leur expliquer et expliciter même les différents dossiers sur lesquels nous travaillons, ce que je m'attacherai davantage à faire. Et récemment, j'ai rencontré les anciens combattants, parce qu'il y a aussi les anciens combattants sur l'ensemble de notre archipel, et ils m'ont sollicité. Je les ai rencontrés et je me suis rendu compte avec les représentants des différentes associations d'anciens combattants, mais aussi de leurs proches, des parents de victimes, qu'il y avait encore beaucoup à faire pour eux, parce que ce sont des personnes qui, pour la plupart, en tout cas en grande majorité, sont dans la précarité. Ce sont des personnes qui ont envie de s'impliquer toujours, malgré les difficultés de santé que certains ont. Et bien, que ce soit pour le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre, ils sont présents, mais nous méconnaissons leur situation réelle. Et très souvent, on s'est rendu compte, lors de cette réunion, que ce sont des personnes qui méritent vraiment une attention particulière, et que dans les mois à venir, nous allons travailler sur la retraite. J'aurais vraiment souhaité qu'on puisse s'attacher aux problématiques sociales des anciens combattants. Parce que même si dans le droit commun, ils ont un certain nombre d'avantages comme tous les retraités et les personnes âgées, mais ce sont des personnes qui ont servi la France, qui méritent peut-être un meilleur traitement, d'autant plus que les avantages que ceux de l'Hexagone ont, concernant les hôpitaux, concernant le système de santé qui leur est dû, avec les hôpitaux militaires notamment, ceux des Outre-mer ne bénéficient pas de ces dispositifs. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Alors vous avez évoqué justement le rapport sénatorial sur les risques naturels en Outre-mer. Alors pouvez-vous nous redire les grandes lignes de ce rapport? Alors c'est un rapport qui concerne la prévention dans ce premier temps. Alors, dans ce rapport, nous avons fait un certain nombre d'auditions ici même au Sénat. Nous avons également fait des auditions par visioconférence, étant donné que nous n'aurions pas eu les moyens ni le temps nécessaire pour aller sur l'ensemble des différents territoires. Donc pour les plus lointains, nous avons fait par visioconférence. Et pour certains, notamment la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Guadeloupe, nous sommes déplacés. Donc avec mes co-rapporteurs et le président, ainsi que l'administrateur du Sénat, nous sommes allés sur le terrain, nous avons rencontré pratiquement toutes les personnes aux ressources. Toutes les personnes ressources qui, de près ou de loin, interviennent tant au niveau de la prévention, au niveau des actions sur le terrain, que ce soit les collectivités locales, intercommunales également, mais aussi le préfet, le SDIS, les conseils départementaux et régionaux.
nous nous sommes rendus compte qu'il y avait encore beaucoup à faire pour ce qui concerne la population. Il faut impliquer davantage la population parce qu'en fait, il y a une grande méconnaissance des risques naturels majeurs alors que nous y sommes confrontés régulièrement. Et on voit bien que des personnes qui méconnaissent disent tout et n'importe quoi et n'ont pas forcément les comportements adéquats lorsqu'il y a des messages de prévention. Donc nous avons fait un certain nombre de recommandations, 60 recommandations pour le moment pour ce qui concerne la prévention. Nous avons fait une présentation au mois de juillet dernier du rapport, mais nous allons intensifier nos travaux au cours de cette deuxième année parce qu'il y a une partie qui concerne la résilience qui va être abordée. Donc nous avons au cours de ces études, je dirais, parce que bon, c'était aussi pour voir comment les choses se passaient, pour étudier, nous avons constaté qu'il y avait aussi les problèmes liés au psychotrauma qui n'étaient pas forcément suffisamment pris en compte et qu'il fallait vraiment étudier de façon sérieuse. Donc, dans notre rapport avec l'ARS, avec l'ARS Martinique, avec les professionnels, nous allons intensifier nos travaux sur ces parties-là. Sur la construction également, parce que nous nous sommes rendus compte également que très souvent, il y a des personnes qui qui ont des constructions illicites, qui ne répondent pas aux normes actuelles, mais qui ne tiennent pas non plus compte des messages des communes. Et les maires ont une responsabilité aussi à prendre. Donc il faut aujourd'hui que la population soit vraiment impliquée, que les réserves communales soient actives, qu'on implique vraiment les personnes avec la loi de modernisation de la sécurité publique, de la sécurité civile. Eh bien, il y a aussi des voies et des moyens pour impliquer les personnes, pour faire en sorte que chaque citoyen s'empare de ces problématiques et soit acteur d'une part, en s'appropriant vraiment, savoir vraiment comment faire et comment les choses doivent se faire, mais aussi savoir comment aider son voisin et prendre part dans la vie citoyenne tout simplement. Alors récemment, la tempête Isaac a touché les Antilles. Sans faire trop de dégâts, mais il y a eu beaucoup de critiques de certaines personnes concernant les mesures prises par le préfet. Pour vous, c'est de la méconnaissance? C'est une très grande méconnaissance. Le préfet était dans son rôle. Le préfet a pris les justes mesures qui s'imposaient. Le préfet a quand même des personnes ressources, notamment tous les prévisionnistes de Météo France et d'autres personnes. Donc le préfet a pris la décision, il a eu raison. Parce que là, le principe de précaution s'impose. Il y avait des alertes à donner, il y a un certain nombre de services qui doivent rester en vigilance et actifs. Par exemple, les hôpitaux, les cliniques, les sapeurs-pompiers, un certain nombre même pour ce qui concerne la Guadeloupe, par exemple, il y a un certain nombre de services ressources qui doivent rester vigilants. Il y a un poste de commandement, le préfet a décidé. Eh bien, on doit s'attendre à tout moment à avoir une catastrophe, un ouragan, on ne sait pas. Là, les prévisionnistes ont vu venir, ils ont anticipé. Ceci étant, on a eu la chance de ne pas avoir, quand on regarde ce qui s'est passé en Caroline du Sud, en Caroline du Nord, quand on voit aussi tout ce qui se passe en Chine et au Japon, c'est pas le même fléau, mais c'est à peu près les mêmes choses. Donc je dis que nous devrions comprendre que quand il s'agit de se mettre à l'abri, quand il s'agit de prévenir, eh bien, il n'y a pas de critique à avoir. Le préfet était dans son rôle, il a eu raison et je crois que chaque Guadeloupéen, chaque Martiniquais, chaque Antillais, chaque personne qui était confrontée à ces mesures devrait plus que jamais valoriser le travail qui a été fait et les demandes qui ont été faites pour la sécurité des biens et des personnes. Parce que le rôle de l'État, concernant la sécurité, eh bien, c'est de nous protéger. Ils ont fait. Nous avons eu la chance de ne pas avoir Isaac. Eh bien, je dis qu'on a eu la chance parce qu'on aurait pu aussi avoir la malchance et nous retrouver comme des personnes qui sont actuellement en Caroline du Sud ou en Caroline du Nord. Donc, il faut qu'on apprenne à respecter et d'où la nécessité de mieux impliquer la population dans ces mesures, dans ces dispositifs. D'où la nécessité de mieux prendre en compte justement dans les différentes communes, eh bien, prendre en compte la méconnaissance de la population pour qu'elle soit aujourd'hui intégrée à pratiquement tous les dispositifs avec les réserves communales. Les réserves communales qui sont des réserves citoyennes où des professionnels et des bénévoles sont ensemble avec les différentes associations, parce qu'il y a aussi des associations humanitaires, parce que très souvent on attend que les aides arrivent d'ailleurs, alors que nous avons la possibilité de nous former et de tout prévoir pour que nous soyons nous-mêmes
dans la Caraïbe, dans les Antilles, eh bien, les premières personnes à arriver sur les lieux. Il est hors de question qu'on continue à attendre que des personnes arrivent de la France métropolitaine, de l'Hexagone, pour venir nous porter secours, alors que nous sommes beaucoup plus proches que ceux qui sont en attente de secours. Donc là, il y a toute une démarche à faire et je crois que les 60 recommandations de ce rapport, eh bien, serviront. Et là, j'ai été agréablement surprise. J'ai participé à une réunion avec la directrice de l'ARS de Guadeloupe et de ses directeurs. Et j'ai vu qu'ils avaient déjà vraiment mis en place un certain nombre de procédures qui tenaient compte justement de nos préconisations. Donc c'est ce qu'on peut espérer, et je crois qu'à la Martinique, parce qu'elle devait partir quelques jours après, à la Martinique pour travailler avec son homologue sur les problématiques qui ont été soulevées. En tout cas, ils ont vraiment pris une part active dans ces recommandations. Je crois que beaucoup de structures devraient faire la même chose. Et concernant le plan de continuité des activités, parce qu'il y a eu aussi une polémique concernant la vigilance orange, la vigilance rouge, certaines entreprises disaient de venir travailler, donc toutes les entreprises ne sont pas obligées de travailler. Par contre, en fonction de l'objet de l'entreprise, il y a des entreprises qui, on est en vigilance rouge, mais les gens doivent travailler. Ils doivent être en mesure de travailler, de se rendre au travail, parce que les différents niveaux de vigilance ne concernent pas toutes les entreprises. Il y a des entreprises pour lesquelles, à tout moment, on aura besoin de ces services, on aura besoin de certains personnels, mais il appartient au chef d'entreprise. Et je le dis, je souhaite que toutes les entreprises prennent leur part également, qu'ils puissent établir à l'avance et en amont des procédures concernant la continuité des activités, pour savoir qui vient avant, qui vient pendant, qui vient après, comment les choses doivent se passer. Et là, cette méconnaissance de ces différents dispositifs fait qu'effectivement, certains salariés ne comprennent pas pourquoi on leur demande de venir travailler. Mais il faut travailler. Mais tout le monde ne peut pas aller travailler parce que, en fonction de ce que le préfet a demandé, eh bien, il fallait que certaines entreprises, plutôt que d'autres, travaillent. Donc là, c'est à établir en amont. Alors, toujours sur cette problématique des risques naturels et des ouragans, se tient aujourd'hui le comité interministériel à Prioma sur Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Et également, le président de la République, Emmanuel Macron, se rendra prochainement en Guadeloupe. Qu'attendez-vous de cette visite, justement, sur ce thème d'un an après Irma ? Moi, je crois que c'est très très bien évalué. Je crois que le président de la République, tel qu'il le fait, au moment où nous avons souhaité travailler sur cette problématique, il a également souhaité que notre rapport serve pour que les propositions de loi soient réelles. Moi, je crois vraiment que c'est important d'évaluer un an après. Un an après, je suis passée à quelques mois à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, et j'ai vu qu'il y avait de grandes disparités. Mais pourquoi elles existent? Donc, un an après, c'est important de voir ce qui devrait être fait, ce qui a pu se faire, ce qui a été réalisé, pour peut-être mieux rebondir, mais aussi pour appréhender l'avenir différemment. Je crois que le président, il avait dit, il y a un an, donc il s'agit aujourd'hui d'un an, on est à un an, eh bien il va pour se rendre compte de ce qui a été fait et de voir en quelle mesure on pourrait peut-être faire autrement. Concernant notre rapport, nous l'avons rendu au président de la République. Il s'en emparera, je suppose, et j'espère vraiment qu'il tiendra compte de nos préconisations, lui aussi, pour permettre que soit valorisé ce travail dans un premier temps, mais aussi que nos préconisations servent de base de travail pour faire mieux et dans le temps trouver les voies et les moyens pour permettre en tout cas que dans chacune des entreprises, dans chacune des institutions, qu'à tous les niveaux, que chacun puisse s'approprier ce travail-là pour réagir différemment et éviter justement tout ce qu'on appelle comme fake news actuellement. Alors selon vous, ce bilan un an après, est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce qu'il est trop lent par rapport aux promesses annoncées ou on arrive dans l'ordre des choses? Je ne me permettrai pas de préjuger de ce qui a été fait ou pas parce que les moyens manquent, parce qu'il n'y a pas que les moyens, il y a aussi des problématiques liées aux assurances, voir quel type d'assurance, et puis il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas assurées, voir aussi au niveau de la collectivité parce qu'il faut savoir que par exemple Saint-Martin-Saint-Barthélemy, ils ont des statuts particuliers. Donc ce sont des collectivités qui ont une certaine autonomie et qui sont gérées différemment. Donc là, ce sont toutes ces problématiques-là qui seront également évaluées. Bon, il appartient maintenant au président des collectivités concernées de faire eux-mêmes le bilan de leurs actions propres, parce que nous avons fait le nôtre, nous avons fait un rapport, mais eux, ils doivent voir
ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné en fonction des dispositifs et des dispositions qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Parce que nous les avons rencontrés, nous avons vu, mais il ne m'appartient pas ici de dire ce qui va. Bon, moi j'ai ma petite idée, mais je crois que ce sont les responsables des collectivités concernées qui devront voir en fonction de leur procédure, en fonction de leur évaluation respective, ce qu'ils auraient pu faire mieux, je dirais, mieux. Vous êtes membre de la commission des affaires sociales. Le président de la République a présenté le 13 septembre dernier son plan pauvreté. La déclinaison en Outre-mer prévoit justement de ce plan le développement des dispositifs d'accueil collectif pour les enfants de moins de 3 ans, l'augmentation des subventions de la CAF ou encore la création de guichets uniques. Pensez-vous que ces mesures pour la Guadeloupe vont dans le bon sens pour éradiquer la pauvreté dans nos territoires? Oui, alors je pense que ce sont des annonces pour le moment, ce sont des annonces qui vont dans le bon sens, mais qui ne seront pas forcément suffisantes partout parce qu'il y a actuellement de très grandes disparités en fonction des territoires, en fonction des lieux de vie. Eh bien, ce qui est vrai à Paris, ce n'est pas forcément vrai dans une autre ville qui est de moindre importance. Donc, parce qu'il n'y a pas forcément tous les services de proximité, il n'y a pas forcément, je vois que des écoles ferment. Dans certaines petites communes, les écoles ferment. Je vois qu'il y a des familles qui n'ont pas forcément un toit. Ça arrive aussi en France hexagonale. Dans les Outre-mer, on a un fort taux de chômage. Il y a des familles qui rencontrent de grosses difficultés. Donc, les annonces, je pense que c'est sur le terrain qu'on verra en fonction des situations réelles de chacun des territoires, de chacune des communes, de chacun des bassins de vie, qu'on saura vraiment si c'est pertinent ou pas. Concernant la PSU, là, au niveau de la CAF, effectivement, il y avait eu des modifications au niveau de la prestation de services uniques concernant la petite enfance. Ça n'a pas été favorable, en tout cas dans les Outre-mer, ça n'a pas été favorable aux personnes. Il y a des problèmes de crèche. On a eu une grosse crise au début de l'année. Il y a 1 an, en Guadeloupe, les crèches fermaient parce qu'il y a des mesures liées non seulement à la qualité, mais aussi à la conformité, à certaines règles et à certaines normes qui ne sont pas forcément à prendre en compte. Malheureusement, ces normes, ces règles n'ont pas permis de la survie de beaucoup de structures, hormis le fait aussi que certaines, au niveau de la gestion, ça n'a pas été non plus parfait. Donc, il y a vraiment une bonne réflexion à faire. Il faut mesurer les choses, c'est vrai, mais il faut vraiment réfléchir et voir avec les différentes collectivités locales et départementales, pour ce qui concerne la petite enfance, comment mettre en œuvre les différentes actions, mais comment aider également, parce que ce n'est pas toujours facile pour les familles, ce n'est pas facile pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, parce qu'il y a beaucoup de chômage, il y a des personnes qui souhaiteraient aller travailler, mais pour aller à la recherche d'un emploi, eh bien, n'ont pas la possibilité de faire garder les enfants. Or, il y a des normes. Donc, il faut vraiment, sur le terrain, voir comment simplifier certaines normes, comment les appréhender, comment faire un travail différencié pour permettre que, sur l'ensemble du territoire, que les familles, que les enfants trouvent leur compte. Concernant, vous m'avez parlé de la prestation unique de la CAF, vous m'avez parlé également de la précarité. Alors, concernant la restauration, je pense que c'est très très bien de proposer des repas à 1 € dans les restaurants scolaires. Mais ce sera difficile. Ce sera très 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 difficile pour une collectivité de trouver des partenariats, en tout cas des marchés, de trouver des personnes, des agriculteurs, parce qu'en même temps, on demande de faire manger beaucoup plus de fruits, de légumes aux enfants. Donc pour manger des produits de très bonne qualité, ça va peut-être coûter un peu plus cher que 1 €. Donc si effectivement le gouvernement met en place les moyens nécessaires pour compenser ce manque à gagner, moi je pense que ça ne peut être que du bonheur pour les enfants, à la fois pour les enfants et pour les familles. Le projet de financement de la sécurité sociale ainsi que le budget Outre-mer va être bientôt discuté au Parlement. Il passera aussi par le Sénat. Quels sont les dossiers sur lesquels vous allez apporter une attention particulière? Et bien les dossiers concernant les retraites, les personnes qui ont cotisé et qui de plus en plus se voient vraiment privées de beaucoup de choses, notamment concernant les soins. Alors il y a des projets de révision des retraites. Il y a également le déremboursement de beaucoup de médicaments, notamment certains sur la maladie d'Alzheimer. Alors je ne sais pas si c'était des placebos ou pas, j'en doute fort, mais il faut à un moment donné que les personnes qui cotisent aient une qualité de vie derrière.
Et si pendant un moment on a parlé de silver economy, eh bien aujourd'hui les personnes qui sont dans des situations difficiles, qui ont des problématiques de santé, qui n'ont pas forcément les moyens de compenser, eh bien ils seront en grande difficulté et ne vont probablement pas se soigner. La situation des aidants familiaux également, qui est à voir, donc il y a une proposition de loi, donc je pense que le gouvernement sera très attentif à cela, mais aussi dans les hôpitaux. Les problèmes, et on voit dans les hôpitaux, dans les EHPAD, des services de maternité, de psychiatrie, on ferme des maternités. Donc là aussi, ça pose un problème. Donc les problématiques liées à l'emploi dans les hôpitaux, la réduction des effectifs, ce n'est pas de bon augure pour la qualité des soins. La qualité des soins, l'accréditation et la certification, on en a besoin. Or, si on réduit les moyens, eh bien, les hôpitaux seront de plus en plus en difficulté. Quand on sait que la plupart des hôpitaux, en tout cas, sont déjà en très grande difficulté, sont en incapacité de payer leurs fournisseurs, eh bien, je doute fort des compensations. Donc là, il va falloir quand même, au niveau du gouvernement, qu'il soit réaliste, qui connaissent la vraie vie dans les différents établissements, qui comprennent les difficultés que rencontrent certains établissements et qui comprennent également qu'on ne peut pas forcément tout mutualiser de n'importe quelle manière, parce qu'il y a des règles d'hygiène et de sécurité qu'il faut vraiment prendre en compte. Il y a des effectifs et que de plus en plus, nous avons de gros turnover dans les services, d'une part, mais en plus, il y a beaucoup de professionnels qui décompensent. Il y a beaucoup de personnes qui sont en congé de maladie et j'avoue que quelquefois, ce sont les personnes qui sont en très grande difficulté parce qu'ils sont en incapacité de faire correctement leur travail. Sur le budget Outre-mer, quelles sont vos attentes par rapport Pour le budget Outre-mer, je voudrais qu'au niveau de la République, du gouvernement, qu'ils prennent compte de tous les problèmes des différents départements et territoires, parce qu'ils ne sont pas identiques. Ce qui est valable en Nouvelle-Calédonie ou à La Réunion, ce n'est pas forcément ce qui est vrai en Guadeloupe ou à la Martinique ou en Guyane. Donc ce sont des territoires qui sont vrais, certes, qui font partie des Outre-mer, mais qui n'ont pas les mêmes difficultés. Donc il va falloir, à un moment donné, que nous venions du gouvernement, qu'ils prennent en compte chacune des problématiques respectives de chacun de ces territoires pour évaluer ce qu'il y a. Et là, des difficultés que nous avons, en tout cas pour ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, un peu plus qu'ailleurs, c'est surtout les problématiques liées au sargasse. Ce sont des surcoûts qui ont été mis dans les budgets des communes, alors que les budgets n'avaient pas été prévus pour traiter, en tout cas, et pour prendre en charge les sargasses. Donc il y a des problèmes de santé publique à prévoir, des problèmes pour appréhender, mais aussi pour la recherche avec les autres pays environnants, afin d'améliorer la qualité de vie sur nos différents territoires. D'accord. Alors, quels sont vos prochains dossiers dont vous allez vous occuper ces prochains mois, tout au long sur cette nouvelle mandature? Oui, alors de nombreux projets. Alors d'une part, la priorité sera effectivement ce qui sera pris en compte par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y aura l'agenda du Sénat, les problématiques qui seront émis, donc je serai évidemment dans la droite ligne de ce qui sera proposé, mais ce qui me tient à cœur, c'est la qualité de vie et la prise en compte des problématiques de la jeunesse, parce que nos jeunes, si certains réussissent à s'en sortir, eh bien, beaucoup d'autres ne réussissent pas, donc faire en sorte que beaucoup plus de jeunes sortent dans des filières qui leur permettent de travailler. Parce que la détresse des jeunesses, les problèmes des addictions sont quelquefois liés justement au fait que les jeunes ne se retrouvent pas dans la vie en société, ce qu'on leur propose. Donc moi, je voudrais souhaiter qu'on puisse travailler davantage sur la réorientation des jeunes, leur permettre justement de trouver des filières qui sont beaucoup plus en cohérence par rapport à leurs souhaits. Et j'ai vu comment, depuis Parcoursup, depuis qu'on a mis cette nouvelle version en tout cas, eh bien qu'il y a une grande détresse de certains qui n'ont pas trouvé d'issue. Alors il y a également le RSMA, pour ce qui nous concerne en Guadeloupe, qui fait un travail extraordinaire que je tiens à souligner, mais je crois qu'il va falloir qu'on s'intéresse beaucoup plus aux problématiques des jeunes. Parce que si pour la petite enfance, il y a des préconisations, en tout cas il y a des possibilités qui vont probablement, je dis bien probablement avec les nouvelles mesures, se mettre pour les très jeunes, mais pour les adolescents, ceux qui sortent du circuit, ceux qui sont en grande difficulté, les mesures annoncées ne me semblent pas pour le moment suffisamment pertinentes. Donc il va falloir qu'on y travaille.
Un dernier mot pour la fin, un mot général. Oui, eh bien, j'espère que le gouvernement s'occupera de la population parce que quand on regarde bien les sondages, on voit bien qu'il y a une grande détresse et une grande méfiance parce que tous les gens ne sont pas satisfaits de la politique qui est menée aujourd'hui. Donc j'espère qu'il y aura en tout cas une remise en question et que les meilleures décisions seront prises en tout cas pour satisfaire la population.